C'était écrasant qu'aucun parti durant la Ve République n'a pu avoir ça. Il n'a ni bureau politique, il n'a ni comité central, il n'a pas tout ça, mais il a su parler un langage que les gens pouvaient comprendre. Donc aujourd'hui, il y a une crise profonde de la forme parti, de la manière dont on a conçu les partis jusqu'à présent. Et je vois à travers Manko Taha au Sénégal, pas une réplique de ce que Macron a fait ici, mais simplement en partant de notre génie propre, essayer de rassembler. Que pour qu'il est intéressé, moins de faire le Sénégal comme son émancipation. Et aujourd'hui, les partis n'ont plus le monopole des préoccupations politiques des masses. L'émergence de mouvements citoyens tels que la République en marche en France et les résultats qu'il a obtenus, en coiffant au poteau des hommes et des partis politiques aguerris, en est une illustration éloquente. Les mouvements sociaux posent des actes de portée éminemment politique. Il s'agit pour eux de ne plus s'arrêter à la porte des institutions avec la liste des doléances, mais d'investir les lieux de décision. C'est un des défis de l'Assemblée nationale candidate à élire. Les Sénégalais ne se sont plus représentés par des élus à l'hémicycle, comme dans les partis politiques traditionnels, d'où le manque d'engouement pour les élections en général et la multiplication des candidatures et les listes indépendantes en sont également une illustration. Le nouveau rapport entre élus et électeurs a effectivement modifié l'enjeu de l'élection et changé la nature du vote, d'où le taux élevé d'abstention qui confirme que le droit de vote seul ne suffit pas à définir la citoyenneté et la démocratie. Il doit se prolonger en devoir de contrôle et d'imputabilité des élus qui doivent assurer avec responsabilité le rôle pour lequel ils ont été choisis. À bon entendre ça. Maintenant, je vais parler de l'offre politique de Manko Taha au Sénégal pour l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes nous rejoignent, ou rejoignent Manko, et la manifestation d'avant-hier a été également un bon exemple, et apprécient avec satisfaction et espoir notre coalition, c'est qu'ils se reconnaissent dans cette combativité constante, cette dynamique de rassemblement, et qui ont permis à ces composantes de s'imposer comme force, présentes partout, pour rassembler autour de nos objectifs pour une Assemblée nationale plurielle et citoyenne. Ça se voit dans l'Assemblée d'aujourd'hui. Nous sommes obligés de tirer les leçons du passé pour mieux percevoir les enjeux qui nous attendent. Rien n'est acquis, la bataille sera en rude, mais nous mesurons à sa juste valeur l'immense potentiel que nous ouvre cette perspective de victoire. Les milliers de nos concitoyens impatients de se débarrasser du régime actuel, de sa politique, restent habités de doute sur la vraie portée d'une victoire du 30 juillet. Nous sommes convaincus que la présence massive et compatible de ces députés peut dissiper ce doute-là. Aujourd'hui, la victoire de Manko Taha au Sénégal serait synonyme d'espoir et le potentiel de mobilisation de Manko durant les élections législatives sera une garantie supplémentaire à la mise en œuvre de notre base programmatique, profondément inspirée des conclusions des assises nationales. Un long chemin reste à parcourir, mais l'espoir est permis et les échos de Manko à travers le monde, au Sénégal et dans la diaspora, ces échos-là sont encourageants. Mais ce n'est qu'un début. Mais le problème réside sur la crédibilité des coalitions. D'une manière générale, l'incohérence des coalitions au Sénégal réside dans le fait qu'elles regroupent un aéropage de formations politiques et de militants réunis pour affirmer une opposition à tel président de la République plutôt que pour défendre un projet de société. Dès lors, il devient évident que les clivages savamment masqués et tus juste le temps d'une campagne électorale ne tardent pas à se manifester. Et une telle situation ne risque pas d'être le cas pour Manko, dont l'action devra reposer sur une vraie base programmatique à formuler en s'inspirant des conclusions des assises nationales auxquelles ces différentes composantes ont
chacune à sa manière, activement contribué. Très confiants de ce que nous représentons, nous avons le désir d'envoyer à l'Assemblée nationale un groupe combatif qui n'hésitera pas à abroger les lois saines, telles que la procédure d'urgence, à voter de nouvelles lois permettant de garantir la mise en œuvre des conclusions des assises nationales, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Nous comptons le faire dans une majorité parlementaire et victorieuse des élections. Manko s'est engagé dans la voie du vrai changement et il ne faut pas en dévier. Pour ce faire, il faut que les députés de la coalition soient en phase avec les mobilisations et les aspirations populaires. Les luttes et initiatives citoyennes. Nous voulons que la majorité parlementaire soit un groupe hégémonique et responsable qui, ayant entre les mains le pouvoir de contrôle de l'exécutif, saura accélérer le rythme du changement et réduire les risques d'un exécutif dont la toute-puissance maintiendrait notre Assemblée nationale comme la chambre moutonnière, comme les moutons de manure, la chambre moutonnière d'enregistrement qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est à cet objectif-là que travaille Manko, quand il œuvre à la progression de son influence pour faire élire des députés sur qui le Sénégal pourra compter. Au regard des défis auxquels le pays est confronté, les Sénégalais ont besoin de députés combatifs, courageux, capables de restaurer la plénitude de la souveraineté du peuple. En un mot, il faut faire du Sénégal, pour la première fois et définitivement, et toujours un authentique État républicain fondé sur la définition, sur la primauté du droit. Et la primauté du droit est une expression, on appelle en anglais the rule of law. Et j'ai ici, je viens de Amsterdam, de La Haye, qui est la capitale juridique du monde. Il y a des experts qui sont retrouvés là-bas. Il y a les membres élus à vie du Conseil de la magistrature américaine qui sont là et qui discutent avec nous. Et le 13, je vais faire la présentation principale sur l'indépendance du Parlement, de la magistrature et de la fonction publique. Et la primauté du droit est d'une importance capitale. Et ce matin, l'Afrique du Sud a fait sa présentation en disant que la Constitution ne change pas les mentalités. Quelle que soit la qualité d'une Constitution, on fait une révolution, Mandela a pris le pouvoir, on a fait une Constitution qui était contre l'apartheid. Donc il y a une victoire politique, mais ça ne règle pas les problèmes. Il dit qu'il y a une dimension émotionnelle de la victoire. Tous ces gens qui étaient frustrés, qui étaient humiliés, qui étaient torturés, qui étaient maintenus dans l'apartheid, ces gens-là, une constitution ne peut pas assouvir leur désir de vengeance. La troisième dimension qu'on néglige tout le temps, c'est la dimension socio-économique. Et jusqu'à présent, après tout ce temps-là, l'Afrique du Sud n'a pas encore réglé ce problème. Donc il y a, dans tout acte politique, il y a une dimension multifactorielle. On ne peut pas prendre une seule dimension et laisser les autres dimensions. Au regard des défis auxquels le pays est confronté, les Sénégalais ont besoin de députés combatifs, courageux, capables de restaurer la plénitude de la souveraineté du peuple. En un mot, il faut faire du Sénégal la première fois et pour toujours un authentique État républicain. Un État républicain authentique pour nous prévenir des dérives monarchiques. Il faut revenir à Montesquieu en France et à Locke en Angleterre. Le véritable théoricien de la séparation du pouvoir, la liberté, disait Montesquieu, ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition naturelle des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerce ces trois pouvoirs, celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends entre
les particuliers et les citoyens. Au Sénégal, les conditions pour que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle de contrôle de l'exécutif sont clairement définies par la charte de bonne gouvernance, démocratique des assises nationales. Je vais sauter sur ça, parce que c'est trop long. Faire preuve de clairvoyance. Non, il y a raison. Je vais. Faire preuve de clairvoyance politique pour réaliser cette vision des assises nationales n'est pas le moindre défi que nous aurons à relever. En nous écoutant, en nous respectant, en allant jusqu'au bout des échanges d'idées, en tirant profit de la somme d'expérience et de compétences qu'offre la nouvelle Assemblée, nous sommes collectivement capables d'atteindre nos objectifs. Et les dangers d'une majorité présidentielle. À cette période actuelle de l'histoire du Sénégal, nous avons besoin d'un dispositif institutionnel qui renforce le Parlement dans son rôle de contrôle de l'exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Il faut définitivement adopter le check and balance américain qui est la forme la plus acceptable de la séparation des pouvoirs. Les élections récentes ailleurs nous ont édifiés sur la maturité des peuples qui ont refusé de donner une majorité parlementaire à l'exécutif. C'est le cas de la Grande-Bretagne, avec Theresa May qui a pris le risque de remettre son mandat en cause. Elle est minoritaire dans le cadre d'un Hang Parlement. En Allemagne, avec Angela Merkel, qui depuis 5 ans est minoritaire au Bundestag. En France, Emmanuel Macron a une majorité confortable, mais composite. Il peut exploser à tout moment. Ici, ajoute qu'avec la découverte récente du pétrole et du gaz, faire dépendre tout le pouvoir de la volonté d'un seul homme est dangereux aux yeux des enjeux dans un secteur marqué par des conflits d'intérêts violents. J'ai visité le Pérou 2 fois en 2015. J'ai fait le tour du pays. C'est le plus grand pays minier. Il y a toutes les richesses du monde. Il y a le soleil des nakal, d'après nakal. Amul mine, voilà, amul produit, des ressources naturelles pour amul Pérou. Et pourtant, le Pérou a multiplié par 3 en 10 ans son PIB. Et le Pérou, la plupart du temps, on dit que le pétrole et le gaz, c'est de la malédiction plus qu'une bénédiction. Mais au Pérou, ça a été une bénédiction. Parce que ça a permis de financer le développement. Et qu'est-ce qui leur a permis ça? Ils ont mis en place un dispositif institutionnel. On ne donne jamais à l'exécutif la majorité. C'est les socialistes qui dirigent ce pays. Ils n'ont que 40% de l'électorat à l'Assemblée nationale. Le deuxième parti à 37%. Le troisième parti à 17%. Le quatrième parti à 13%. Ce qui fait que l'exécutif n'a jamais la majorité. Et dans les négociations pour les contrats pétroliers, les contrats gaziers et miniers, le gouvernement n'a pas le dernier mot. Il est obligé de revenir au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale ait le dernier mot. Donc au niveau du Sénégal également, dans le cadre du benchmarking, c'est-à-dire voir les exemples de ce qu'ils appellent des success stories. Dans le monde, nous pouvons prendre l'exemple du Pérou et faire de telle sorte qu'à l'Assemblée nationale, Macky Sall ne sera jamais plus majoritaire. Je crois que c'est très important. Je vais conclure en disant simplement que voici, c'était des pistes de réflexion. Voici quelques idées sur l'ambition qui devrait animer la coalition Mankota au Sénégal. Ces réflexions n'ont aucune prétention exhaustive. Elles visent seulement à donner un sens aux propositions qui se présentent comme si. J'ai 5 propositions qui sont les thématiques de la campagne. La première, parmi les thèmes qui doivent animer notre campagne, la question de la dérive antidémocratique qui doit être mise en exergue pour montrer qu'elle est au cœur du processus de domination du régime de Macky Sall. Du passage en force de l'acte 3 de la décentralisation,
jusqu'à la modification du code électoral ce jeudi dernier, c'est une méthode de gouvernement permanente avec une utilisation abusive de la procédure d'urgence avec un refus total de la délibération du débat. J'étais au Kenya il y a de cela 2 mois. J'ai eu la chance de rencontrer le président du Parlement kenyan. Et je lui ai posé la question de savoir est-ce que vous avez des procédures d'urgence. Il dit oui, on avait des procédures d'urgence jusqu'au moment où ça nous a causé une guerre civile de 3 ans. Parce que qu'est-ce qui se passait? Tu es au gouvernement, tu as ta majorité au Parlement, le jeu électoral ne te convient pas, tu fais du forcing, tu adoptes. Mais le peuple n'est pas d'accord. C'est exactement ce qui vient de se passer au Sénégal. Et ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est extrêmement dangereux. On dit 47 listes. Tu as la possibilité de venir choisir 5. Si tu veux, tu choisis les 47. Mais les 47 représentants des partis sont là, dont la paire, qui a déjà donné de l'argent aux gens pour qu'on vote pour lui. Mais comme ils ne sont pas sûrs, 8 Gorée, le gars qui sont été dans le Gorée, de l'union du top, si nous avons 5 cartes, dans la famille qui demande pour son façon, il y a sur le carte. Donc il me dit qu'on n'a jamais, on n'utilise plus la procédure d'urgence, c'est trop dangereux. On l'a logé à la Constitution. On l'a complexifié, de telle sorte que l'exécutif ne peut pas y recourir comme il veut. Mais ici, au Sénégal, et il me dit, je suis depuis 4 ans président de l'Assemblée nationale kenyane, je n'ai présenté aucune loi sous procédure d'urgence. Au Sénégal, 50 lois, jamais ça n'a existé, qui ont été présentées sous procédure d'urgence. Des lois qui n'ont rien de l'acte 3 de la décentralisation, qui est un découpage électoral, qui n'est pas un découpage électoral, qui est un charcutage, qui n'est pas un découpage territorial, mais qui est un charcutage électoral. Parce qu'il y avait des élections qui venaient, ils disaient que c'était trop puissant, il faut donc saucissonner la région de Thiès, tu as un Delphi, Thiès, Delphi, Bourg, Delphi. C'était pour cette raison-là qu'ils l'ont imposé, mais avec toutes les failles que ça présente aujourd'hui. Mettre en avant d'une manière pédagogique les motivations centrales derrière l'arrestation de Khalifa Sall. Souligner la partialité, pourquoi lui? La temporalité, pourquoi maintenant? La disproportionnalité. Quelqu'un qui a géré 553 milliards en 10 ans. On le poursuit pour 1,8 milliard. Et il faut poser ce problème. Montrer qu'il serait dangereux de donner une majorité parlementaire à Macky Sall, je l'ai déjà dit. Il est déjà un président minoritaire. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance, le parti du président de la République est minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'il le demeure. Maintenant plus que jamais. Parce que ce à quoi j'ai assisté jeudi dernier me fait frémir. Et je suis inquiet pour le Sénégal. Qu'on vienne violer les règles, le règlement intérieur qui régit le travail des commissions. Parce qu'au niveau des commissions, il n'y a pas de limite dans la prise de parole. Pendant 5 heures de temps, chacun a le droit d'interrompre. Ils ont limité à 3 minutes. Alors que ce sont des questions que le règlement intérieur a tranché, mais ils disent on vote, on ne vote pas. Le règlement intérieur a tranché. La deuxième chose, on dit que si à la suite des réponses des ministres, on sent que c'est trop long et qu'il faut arrêter la deuxième liste, on a le droit de proposer ça, la clôture des débats. Mais il suffit qu'il y ait un député qui trouve qu'il ne se retrouve pas dans les réponses du ministre pour qu'on rouvre le débat, même si l'écrasante majorité des gens présents est contre. C'est ça le règlement. Mais nous, ils sont venus, ils disent on va voter 3 minutes. Nous voter. Alors que ce n'était pas moi. On n'a pas une deuxième liste. Nous nous votons, nous votons. Comme ils sont majoritaires, ils font passer ça. Dans l'hémicycle, en séance plénière, le minimum pour un député, c'est 5 minutes. Ni 5 minutes, c'est trop, il y a
il y a 60 inscrits, il faut limiter ça à 2. Et là, je dis qui se lève, et là, je dis qu'il fait beaucoup plus, mais il a toujours raison. Il se lève, il dit qu'il faut... Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ni de nous voter. Comme ils sont majoritaires, ils sont gagnés. Il faut plus admettre que ces choses-là se reproduisent au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut créer une situation où le parlementaire a la possibilité de contrôler l'exécutif. Mais au cœur des discussions, la gestion des ressources naturelles comme un élément fondamental des transformations sociales et du développement du pays. Poser le problème de l'échec de cette gestion dans d'autres pays où ces ressources sont révélées être plus une malédiction qu'une bénédiction. Au regard de l'espace suscité par notre coalition, comment faire de telle sorte que, et c'est ça ma conclusion, qu'elle devienne, faire de telle sorte que la coalition Manko Sénégal devienne la coalition des masses populaires, étant donné que les partis qui la composent sont très représentés dans la banlieue dakaroise et dans le monde rural. Enfin, notre coalition riche d'idées fortement militantes, implantées localement à travers les partis qui la composent, a besoin de construire sa cohérence, sa visibilité, son efficacité au niveau national. Bon, on te dit, bon, Idrissa Seck n'est présent qu'à Thiès. Bon. Khalifa Sall est présent qu'à Dakar. Ce qui est faux. Mais il y a un besoin de construire la visibilité de Manko au niveau national et il faut s'y atteler. Nous avons à inventer à travers Manko au Sénégal un nouveau modèle d'organisation, additionnant un pouvoir militant décentralisé impliqué démocratiquement le nombre des conseils municipaux, départementaux et des maires et une cohérence, une réactivité, une visibilité nationale profondément repensée, utilisant à la fois les pratiques militantes de proximité, porte-à-porte, etc., une communication modernisée et les nouveaux potentiels informatiques en inventant de nouveaux usages numériques au service de nos objectifs de campagne. Enfin, il convient avec les experts dont nous disposons à développer l'appropriation sociale et militante des usages numériques pour inventer de nouveaux modèles d'information, de communication, d'échange participatif sur les réseaux sociaux, des décisions et d'organisation pour mieux connecter nos organisations territoriales au local et au national et jusque dans la diaspora pour de nouveaux réseaux horizontaux, pour insuffler à l'ensemble de nos organisations une souveraineté globale et décentralisée. J'ai été trop long pour m'exprimer.